Une fois encore, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission. Encore bonjour à notre invité, Dr Ousmane Kaba. Voilà, je pars tout de suite avec la technique pour découvrir l'homme. C'est vrai que vous le connaissez. Il est ancien ministre de l'économie, des finances et du plan, du général Lansana Conté. Également président du parti PADES, Parti des démocrates pour l'espoir. Un peu plus avec cette biographie que nous avons cherchée. C'est de trop, mais on a pris juste une partie de son parcours. Né le 10 mai 1955 à Bamako, Ousmane Kaba est un homme politicien guinéen, titulaire d'une maîtrise en économie en 1980 à l'université d'Abidjan. Il suit ensuite en France des études approfondies de sciences économiques DEA, Université Paris de Panthéon-Sorbonne en 1981, puis passe un doctorat en sciences économiques à l'université Paris de Panthéon-Sorbonne pour lequel il a obtenu le prix de recherche de l'Académie de Paris en 1983 avec la mention très honorable et félicitations du jury. Plus tard, il est diplômé de gestion des projets à l'université Harvard aux États-Unis en 1992. Professeur d'économie à l'Institut du Fonds monétaire international, Ousmane Kaba est conseiller du gouverneur et directeur d'échange à la BCRG de 1986 à 1992, puis coordonnateur du programme de réforme économique et financier de 1992 à 1995. Nommé ministre de l'économie, des finances et du plan, puis ministre du plan et de la coopération entre 1996 et 1998, Dr Ousmane Kaba sera vice-président du comité chargé de superviser les audits en 2009. De 2011 à 2013, il est conseiller ministre chargé du bureau de la stratégie à la présidence de la République. En 2014, Dr Ousmane Kaba est député et président de la commission des affaires économiques et financières du plan et de la coopération. Il est le fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée depuis 1995. Le 20 mars 2010, il crée le Parti libéral de l'unité et la solidarité Parti Plus, avec lequel il participera aux élections présidentielles de 2015. En 2017, il est président du Parti des démocrates pour l'espoir PADES, qui lui fera participer aux élections communales du 4 février 2018. Après la formation du nouveau gouvernement Kassori, Dr Ousmane Kaba est pressenti pour occuper le ministère de l'économie et des finances, un poste qu'il refusera par la suite parce que ne voulant pas fondre son parti au sein du RPG. Alors, docteur Ousmane Kaba, c'est vrai, je l'ai dit que c'est un pan de votre biographie, de votre parcours administratif. Est-ce que si on vous demandait aujourd'hui d'ajouter quelque chose de précieux auquel vous attachez du prix, qu'est-ce que vous allez ajouter à ce mini-CV? Disons que il faut ajouter que moi j'ai été ministre des Finances juste pendant 7 mois dans le premier gouvernement de Sidya Touré en 1996 et ministre du plan et de la coopération pendant 8 mois. Donc au total, je n'ai pas dépassé 1 an. Donc c'est une carrière très brève. Et si vous regardez très bien, vous verrez que moi je n'ai rien géré en Guinée depuis plus de 20 ans. Je ne suis pas parmi les gestionnaires de l'économie guinéenne parce que ça fait... Les gens ont souvent l'impression que j'ai participé à beaucoup de choses, c'est vrai, mais je n'ai pratiquement jamais été dans une position de gestion. Aussi, dans votre biographie, vous avez dit allié du RPG Arc-en-Ciel. C'est une erreur, je suis fondateur. Fondateur, d'accord. Du RPG Arc-en-Ciel avec mon Parti Plus et l'ancien RPG et 30 autres partis. Nous avons fondu tout ça en 2012 pour créer ensemble le RPG Arc-en-Ciel. Et c'est très important parce que c'est un hold-up qui a été fait. Lorsque nous avons créé le RPG Arc-en-Ciel, la gestion du parti est revenue uniquement à l'ancien RPG. Donc ce qui fait que les gens se trompent souvent, mais je suis fondateur du RPG Arc-en-Ciel. Et j'en ai été expulsé, bien sûr, sans aucun management. Mais je suis fondateur. Je le dis parce que souvent, même pour le nouveau gouvernement, les gens me comparent aux personnes de l'opposition qui sont venues dans le RPG Arc-en-Ciel, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens, puisque moi, j'en suis un fondateur. Voilà. La précision est importante ici, mais en tout cas, la biographie est plutôt, le CV est corrigé par le principal... Juste un petit mot. D'accord. J'ai plus été privé dans ce pays que public, puisque j'ai créé l'université Kofi Annan en 1995, avant même d'être ministre dans le premier gouvernement.
Donc ça fait 23 ans que cette université existe. Elle est la toute première. J'ai passé plus de temps en Guinée à enseigner, à gérer l'université qu'à travailler pour le gouvernement. Même lorsque j'étais à la présidence avec le professeur Alpha Condé, j'étais juste conseiller. Donc je n'ai vraiment pas géré dans ce pays. D'accord. Voilà. Oui, ce qui est bien dit. Nous allons maintenant commencer le cours réel de cette émission. L'actualité reste dominée par la mise en place d'un nouveau gouvernement. Et ce qui apparaît comme la plus chaude, en tout cas en termes d'actualité, c'est le département de l'élevage qui a suscité assez de polémiques dans la cité. Oye Guilavogui, ancien ministre des Transports, était pressenti selon des informations qui devraient prendre les rênes du ministère de l'élevage. Finalement, il a atterri au niveau du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Et ce qu'il a considéré comme une erreur corrigée par le chef de l'État, avec un regard d'un observateur, également ancien membre d'un gouvernement dans ce pays. Comment vous analysez tout cela? Est-ce que ça vous rappelle une certaine période? Non, parce que j'ai plutôt l'impression que la situation s'est empirée et que nous avons beaucoup d'amateurisme dans la formation de ce gouvernement. L'une des difficultés, à mon avis, c'est qu'on n'a jamais clairement tracé la mission de ce gouvernement. Est-ce qu'il s'agit d'un gouvernement de relance économique ou alors est-ce qu'il s'agit d'un gouvernement de relance politique? Les choses n'étant pas claires, en termes d'objectifs, eh bien cela se traduit forcément par des tâtonnements, des reniements, des reprises et des colmatages. Voilà mon sentiment. Alors, Dr Ousmane Kaba, on sait que pendant la nomination de ce gouvernement, vous avez été consulté, bien sûr, par le Premier ministre d'alors. Selon ce que nous avons appris par la voie de presse, on vous a demandé de fondre votre parti encore de nouveau RP d'Arc-en-Ciel pour bénéficier d'un poste ministériel. Est-ce que c'est là la vérité? C'est exact. Et j'ai trouvé que c'est même ridicule. Vous savez, je pense qu'en Guinée, on a souvent l'impression que les choses les plus anormales nous paraissent normales. D'une manière générale, on vient dans un gouvernement avec un autre parti pour apporter une nouvelle sensibilité. Dans tous les pays du monde, on appelle ça des coalitions. Mais en Guinée, c'est devenu maintenant la nouvelle technique, poste ministériel contre parti politique. Je trouve que c'est ridicule, tout simplement. Mais à la différence, il y a deux leaders qui participent à ce gouvernement. On ne leur a pas demandé de dissoudre leur parti. Pourquoi, personnellement, on vous a demandé? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? L'objectif était de nuire Dr Ousmane Kaba davantage, qui émerge avec le PADES? Je pense que ça, c'est à vous de faire l'analyse. Tout le monde l'a constaté. Simplement. Donc l'analyse vous appartient. Oui, mais est-ce que vous-même vous êtes posé la question? Pourquoi c'est à vous on le demande? Mais bien sûr qu'on se pose toujours ces genres de questions, mais seulement moi je ne savais pas que d'autres venaient avec leur parti politique. Moi j'ai agi simplement sur la base des principes et de l'expérience. Il faut rappeler, peut-être pour vos auditeurs, ceux qui ne sont pas au courant, qu'en 2010, j'ai été candidat à la présidence de la République avec le Parti Plus. Et entre les deux tours, nous avons créé, j'ai pris l'initiative de créer l'Alliance Arc-en-Ciel, que les gens confondent avec le RPG Arc-en-Ciel. Il s'agit d'une alliance des candidats d'alors autour du professeur Alpha Condé. Nous avons eu beaucoup de succès puisque il est passé entre le premier et le second tour de 18% à 52% avec tous les autres leaders. Mais seulement 2 années après, en 2012, cette fois-ci, c'est M. Makanera, je le reconnais, qui a pris l'initiative. Ce qui est différent de l'alliance où moi j'ai pris l'initiative pour l'amener au pouvoir. M. Makanera a suggéré de former un grand parti qui apporterait beaucoup plus de stabilité au régime en place. À cette époque-là, comme toujours, j'ai été très enthousiaste et j'ai été l'un des premiers à accepter de fondre le Parti Plus dans un grand creuset avec 30 autres partis d'ailleurs pour former le RPG Arc-en-Ciel. Donc nous sommes fondateurs du RPG Arc-en-Ciel. Mais l'expérience a été très malheureuse. Pourquoi? Parce que d'abord, il était question de
refondre toutes les structures, d'y amener les membres de tous les partis politiques. Donc le premier hold-up a commencé là, lorsque nous avons créé le RPG Arc-en-Ciel. Les structures de l'ancien RPG sont celles qui sont restées. Pratiquement, aucun autre parti n'a pu mettre ses membres dans les structures du parti. Première chose. Et deuxièmement, lorsque nous avons eu des divergences avec le chef de l'État, j'ai été expulsé. Je me permets de rappeler que ce n'était pas des divergences personnelles, parce que souvent les gens pensent que tout est personnel dans ce pays. Il n'en est rien. Nous avons eu 2 divergences essentiellement. La première, lorsqu'en tant que spécialiste de l'économie, j'ai suggéré que c'est indispensable d'investir dans l'énergie, mais il faut décentraliser cette énergie, de faire des micro-barrages en région forestière et en Haute-Guinée, ce qui permettrait d'avoir de l'agro-industrie pour tirer l'agriculture. Eh bien, la simple suggestion s'est transformée en scandale, je ne sais par quelle magie, et on a trouvé que c'est scandaleux que je parle de cette façon, parce qu'on a dit, vous connaissez le problème des barrages. J'ai dit, mais bien sûr que je connais, puisque en tant que président de la commission Chine-Afrique, Chine-Guinée, c'est moi qui ai trouvé le financement de Caleta. Le président n'en voulait pas, le gouvernement n'en voulait pas. Ils m'ont dit non, c'est trop cher. J'ai dit non, vous allez signer ce papier parce que ça nous permet de démarrer un gros barrage. Nous avons eu des discussions pendant 3 mois et finalement j'ai pu convaincre le chef de l'État de signer le financement que nous avions trouvé, notre commission, pour construire le barrage Caleta. Voilà comment l'histoire du barrage a démarré. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà notre premier contentieux. Deuxième contentieux, lorsque le chef de l'État, l'an 25 de son retour en Guinée, il a fait un discours à connotation ethnique. J'ai trouvé que ce n'est pas bon pour un pays aussi fragile que la Guinée et que ça a mis le feu dans beaucoup d'autres pays. Je n'étais pas le seul du reste, puisque nous avons fait un papier qui était co-signé par l'honorable Mamadi Diawara du PTS et par l'honorable Sekou Savané du RPG Arc-en-Ciel comme moi. Alors, mais j'ai été le seul qui a été vraiment frappé, puisque violemment j'ai été exclu du RPG Arc-en-Ciel sans qu'on me demande, sans même me poser la question, sans qu'on demande aussi les militants de ce parti. Donc il y a eu un petit groupe de jeunes zélés qui ont pris cet acte. Deuxièmement, j'ai été démis de mes fonctions de président de la commission économique de l'Assemblée nationale. Oui, mais est-ce que ce n'était pas le prix à payer, d'autant que votre sortie médiatique aussi était fracassante après cette déclaration du président de la République. Vous n'étiez pas le seul, vous étiez 3. On a vu la vidéo quand même qui a circulé où vous estimez que quelqu'un de normal ne peut pas s'exprimer ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de normal ne peut pas? Je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas déformer les choses. Non, j'ai protesté vigoureusement. Docteur, et je n'étais pas le seul à avoir protesté, puisque même... Vous étiez 3, vous avez fait une lettre commune, vous avez signé à 3, mais après il y a eu cette vidéo quand même où on vous a vu en train de commenter cette sortie du président. Même si vous ne l'avez pas cité, vous ne l'avez pas nommé. D'abord, je l'assume. Voilà. Et si la situation se répétait, j'allais prendre exactement la même position. Moi, je pense qu'on doit parler de principe. Si vous croyez encore que c'est une faute, nous n'avons rien à nous dire. Soyons courageux, il ne faut pas que nous, 60 ans, nous soyons plus courageux que vous. Non, vous avez dit que vous êtes... C'est une catastrophe. Attendez. Vous êtes le seul à être tapé de la sorte. Mais bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, la vidéo dont vous parliez, j'ai parlé avec l'honorable Diawara, qui a intervenu dans la même vidéo, si vous avez bien regardé. Qu'à cela ne tienne, la question n'est pas là. La question, c'est une question de principe. Est-ce qu'on a le droit de s'exprimer, oui ou non? Bien sûr. Lorsque les principes sont violés, lorsqu'on montre une ethnie en Guinée pour dire elle est ceci, elle est cela, c'est le droit de chacun de dire qu'on n'est pas d'accord.
Je vous le dis encore, si la même situation se répétait encore aujourd'hui... Vous n'hésiterez pas? Je n'hésiterai pas un seul instant. D'accord. C'est une question de principe. Nous restons toujours sur ce qui pourrait être autre raison de votre refus de prendre part à ce gouvernement. On apprend également que vous avez été trop demandeur en termes de portefeuille ministériel. Vous avez voulu quand même une fusion entre le ministère de l'économie et du budget et plus loin avec le ministère des Mines. Est-ce que c'est une réalité? Ben justement, c'est le genre de discours qu'on tient en Guinée qui n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a jamais été dit. Attendez, premièrement, moi je n'ai rien demandé pour commencer. Ils sont venus me voir, ils ont proposé différents ministères selon mon profil et selon ce qu'ils estiment où je serais utile. Première chose. Deuxième chose, dire qu'on demande et le ministère des Mines et des Finances, ça n'a absolument aucun sens, vous aussi. Soyez sérieux. Est-ce qu'on peut mélanger ces deux ministères? Non, attendez. On ne peut pas. Ça veut dire simplement qu'il faut avoir un peu d'esprit critique. Peut-être que ce n'est pas bien posé, mais ce n'est pas cela. Je dis la fusion ministère de l'économie et du budget. Ou plus loin, l'autre ministère, le ministère des Mines. N'est pas le même comportement que les gens qui se posent des questions et qui répondent eux-mêmes. On vous pose la question, docteur. Non, donc vous attendez que je réponde. D'abord, premièrement, moi je n'ai rien demandé. Il faut bien le savoir. Deuxièmement, je n'ai jamais dit qu'il faut faire la fusion entre les mines et les finances, c'est un non-sens. Par contre, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas continuer les erreurs du passé. En Guinée, depuis 1996, c'est un autre gouvernement, de 1996 de Sidia Touré. On a dissocié le ministère des Finances qui s'occupe du Trésor et le ministère du Budget qui s'occupe de toutes les recettes, douane, impôts, ce qui est un non-sens économique. D'abord, ça se fait très rarement. Vous voyez, partout les structures du gouvernement, on ne peut pas avoir un ministre des Finances qui n'a rien à dire sur les recettes de l'État. C'est une anomalie. Mais chaque fois ici qu'on fait des anomalies en Guinée, on a l'impression que c'est ce qui est normal. Ce ne l'est pas du tout. Et c'est un spécialiste de l'économie qui vous le dit. Ensuite, vous-même, le simple bon sens. Qui va être l'interlocuteur devant les bailleurs de fonds? Qui va prendre des engagements? Très souvent, on met deux ministres qui sont de même niveau. Ça veut dire que c'est un avion sans pilote, ou plus précisément, on a deux copilotes, où il n'y a même pas de commandant de bord. Dans tous les deux cas, c'est un non-sens. Et vous avez bien lu ma biographie, j'ai commencé par être jeune économiste au Fonds monétaire international. Ça veut dire que j'ai une vue transversale de ce qui se passe dans le monde. J'ai enseigné l'économie depuis 30 ans, même à Washington. Donc je sais exactement de quoi je parle. Lorsque vous discutez avec les bailleurs de fonds, il faut un vrai patron qui prend la responsabilité, qui prend des engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds et qui est responsable du programme économique. L'un des gros problèmes que nous avons ici, très souvent les ministres passent le temps à se chamailler, ils vont dans des directions opposées et ça retarde l'action publique. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, et je le répète, qu'il faut que les deux ministères soient ensemble, mais si pour d'autres raisons on a besoin de deux personnes, il faut que le ministre des Finances soit un ministre d'État de l'économie, des budgets, n'est-ce pas? Et un secrétaire d'État au budget, ou alors un ministre délégué. Voilà comment ça se passe. Au moins qu'il y ait un patron et qu'il ait le droit de regard. C'est comme ça qu'on recherche l'efficacité économique. Ce n'est pas en mettant des personnes contradictoires dans un gouvernement où les gens vont... Vous n'avez pas été entendu. À vous entendre, voilà. on a l'impression que vous êtes aussi de ceux qui pensent que ce gouvernement, il est de trop. Il faut réduire le nombre de ministères, c'est ça? Exact. Et d'ailleurs, ça a été la proposition du Premier ministre Kassori. Il a dit qu'il souhaiterait un gouvernement rétréci dans un contexte difficile
Mais pas un gouvernement pléthorique. Alors, donc ce gouvernement n'est pas un gouvernement de Kassori, parce que dans une de vos récentes sorties, vous disiez ceci: j'ai pitié de mon ami Kassori. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on assiste à ce gouvernement pléthorique, c'est parce que ce n'est pas un gouvernement composé que d'éléments proposés par le Premier ministre, mais un gouvernement qui lui a été imposé? Exact. Alors, en fait, M. Kassori a très peu d'éléments dans ce gouvernement en termes de choix. Alors, moi je voudrais revenir un peu sur les négociations que vous avez eu à faire avec le Premier ministre quand il a été chez vous, parce que vous parlez qu'il y a eu des propositions. Quelles sont ces propositions et quelle a été votre proposition? Est-ce que vous avez voulu obtenir un poste ministériel et c'était lequel? Non. Il y a eu des propositions, comme il l'a dit, ministère des Mines, ensuite ministère des Finances et du Budget, ensuite ministre chargé des projets, le poste qu'occupait M. Kassori, et que je rappelle, j'étais le premier à occuper ce poste. Les grands investissements, partenariat public-privé. Oui, c'est moi qui ai donné le premier contenu lorsque j'étais à la présidence de la République. Voilà, donc c'est quelque chose que je connais, j'ai déjà fait ce travail. Comme je vous l'ai dit, moi je n'ai rien proposé, c'est eux qui ont proposé différentes choses. La seule chose que j'ai dite, c'est que si c'est le ministère des Finances, je le connais déjà, j'étais ministre des Finances lorsque Kassori était ministre du Budget, en 1996. Donc c'est quelque chose que nous connaissons tous les deux. Je dis, bon, si c'est ce ministère, en tout cas, je souhaite que les deux soient fusionnés, c'est tout. Alors, le simple refus du Dr Ousmane Kaba de participer à ce gouvernement, c'est quand on vous a demandé de dissoudre votre parti. Exact. De fondre votre parti. Exact. Donc ce n'est pas le problème de gouvernement de poste qui a posé problème. Pas du tout. C'est lorsqu'il y a eu proposition au départ de fondre le PADES, c'est là qu'il y a eu la divergence. Et j'ai estimé que ce n'était pas la peine que je rentre dans ce gouvernement parce que je ne le ferais pas. Voilà. Alors, comment vous, tant que d'abord homme politique, mais aussi ancien ministre, vous avez surtout lu cette dernière actualité autour de la nomination, ces négociations, ces plaidoiries auprès d'Oye Guilavogui pour occuper le département de l'environnement, alors que l'homme était pressenti, il aurait, selon les informations, refusé d'aller à l'élevage, mais il a été plaidé par la suite, il avait accepté, mais quelques minutes après, quand l'information a été relayée par des médias, le président a décidé de modifier et de bombarder le ministre d'État. Écoutez, c'est le genre de discussion dans lesquelles vous pouvez apporter plus d'éléments que moi. Je n'ai pas participé à ces négociations, je ne connais pas le dossier. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, docteur Ousmane Kamara, je peux simplement dire, économiste. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il y a du tâtonnement. Du tâtonnement. En tant qu'observateur, je peux le dire, mais les détails, ça, ce n'est pas mon fort. Et je ne suis pas docteur Ousmane Kamara. Docteur Ousmane Kamara. Mais c'est pas grave parce que madame est Kamara. Donc j'accepte volontiers. Alors pour finir peut-être ce chapitre, toujours parlant de ce gouvernement, le gouvernement d'Ibrahima Kassori Fofana, en un mot ou en mille, est-ce que vous concluez tout de suite que c'est un gouvernement qui va tout droit dans le mur? Non, pas du tout. Moi, je suis plus prudent que vous. Vous êtes dans votre rôle, moi aussi. Simplement, j'aime donner le bénéfice du doute. C'est un gouvernement pléthore, 19 ministres ont été reconduits, le président a fait la consultation avec la majorité silencieuse, Kassori a pris les rênes, Kassori c'est pas son équipe pratiquement. C'est vous qui dites tout ça, c'est bien. Vous l'avez dit. Moi, je dis simplement que je suis plus prudent que vous et que je fais bénéficier du doute. Le bénéfice du doute, il est très... je pense qu'il n'est pas très indiqué, lorsqu'un gouvernement est en place, de commencer tout de suite à dire que le gouvernement va faire faillite. Il faut laisser une chance à ce gouvernement. Il faut laisser une chance à mon ami Kassori de faire ses preuves, de voir s'il peut trouver un équilibre avec le professeur Alpha Condé et animer son équipe. Mais pourquoi pas? On verra bien. Docteur, mais je dois dire simplement que ce gouvernement est venu à un moment difficile où il y a déjà un programme de réforme économique qui est négocié avec les institutions de Bretton Woods par l'ancienne équipe. Et la mise en œuvre de ce programme doit être faite par la nouvelle équipe. Et c'est toujours très compliqué dans ces cas-là.
puisqu'ils n'ont pas négocié un programme qu'ils sont obligés de mettre en œuvre par le principe de la continuité de l'État. Mais si ce programme comporte des mesures difficiles, c'est un gros job. D'accord, docteur, vous privilégiez le bénéfice de doute, mais docteur Ousmane Kaba, qui est en face de nous, est non seulement homme politique, économiste d'abord, mais il est surtout aussi homme politique. Et tout à l'heure, vous vous étiez posé la question de savoir est-ce que c'est un gouvernement de relance économique ou bien c'est un gouvernement de relance politique. Des deux, je sais quand même que il y a, entre les deux, il y a une réponse quand même à laquelle vous-même, vous pouvez, en tout cas, une réponse que vous pouvez donner entre les deux questions. Disons que... Quand vous voyez la composition de ce gouvernement. J'ai l'impression que ça se tiraille entre les deux objectifs. Moi, évidemment, vu mon profil et tout, je suis d'abord économiste avant d'être politique. Et j'oublie d'ailleurs que je suis souvent un homme politique. Par l'habitude, la force de l'habitude, parce que je suis venu à la politique par défaut. Et le fait que nos recommandations sont rarement suivies. C'est un gouvernement qui est ballotté entre les deux objectifs, en réalité. Il y a aujourd'hui une réalité économique. Nous avons une crise économique qui se superpose d'ailleurs avec une crise sociale et une crise politique, il faut le reconnaître. Nous avons un programme négocié avec les institutions de Bretton Woods. Mais en même temps, politiquement, nous avons des élections législatives qui se pointent à l'horizon. Donc je pense que... Moi j'ai envie de vous entendre. J'ai envie de vous entendre sur le départ de certains ministres du gouvernement par rapport à un certain nombre de sujets. Si vous prenez par exemple, vous avez déjà abordé le sujet de la négociation avec les institutions de Bretton Woods, la ministre de l'économie qui était au poste, qui aux yeux de certains a pris du résultat, était en phase de négocier déjà avec ces institutions-là, est partie, son ministre du budget également est parti. Venons sur l'éducation. À moins de 2 semaines déjà, les examens auront lieu. Bizarrement, les ateliers préparatoires de ces examens nationaux ont été programmés le 14 mai 2018. Le ministre s'apprêtait le 12 à aller avec son équipe à Kindia. Le président, selon ce qu'on appelle la présidence qui ordonne qu'on ne décaisse pas les fonds pour l'organisation des États généraux, pendant qu'on parle, ces examens, l'atelier préparatoire n'a pas été organisé. Mais pourtant, l'examen, la date a été maintenue. On change de ministre. Un autre qui vient de l'intérieur, qui n'a pas connaissance du dossier. Pour vous, qu'est-ce qui risque d'arriver, le risque? Non, d'abord, ça me fait beaucoup sourire parce que, voyez-vous, nous avons 12 millions de Guinéens et nous avons 12 millions de faiseurs de gouvernement. Chacun va avec son bic et sa feuille et compose le gouvernement. Je rappelle quand même que la composition du gouvernement fait partie des prérogatives du chef de l'État. Qu'il est souverain. C'est son pouvoir discrétionnaire. Voilà. Mais la contrepartie de ce pouvoir, c'est qu'il prend les responsabilités des résultats. Je le dis souvent parce que quand on dit que ça ne va pas, il y a toujours des gens qui disent ici « Ah non, je ne sais pas, le chef de l'État, c'est tel conseiller », ce qui est un non-sens. Quand vous avez le pouvoir, vous êtes responsable. Oui. La concentration du pouvoir va avec la concentration de la responsabilité. C'est cela. Donc, je dis, c'est le chef de l'État qui est responsable du gouvernement, mais en même temps, il a l'autorité pour composer son gouvernement, il a la responsabilité du succès ou de l'échec de ce gouvernement. Voilà. Maintenant, les détails, moi, je n'en sais rien. Je pense que vous êtes mieux placé en tant qu'observateur politique et journaliste politique de décrypter les situations mieux que les hommes politiques, parce que nous, on est toujours dans une position parfois subjective. Or, vous êtes en dehors du système. Je pense que vos analyses, pour la plupart des cas, sont beaucoup plus objectives. Voilà. Mais vous êtes dans le domaine de l'éducation. Vous êtes dans le domaine de l'éducation, au-delà de votre casquette de politique. Vous avez une institution d'enseignement supérieur. Vous savez, j'ai toujours eu des divergences dans ce domaine-là avec le gouvernement passé et le gouvernement actuel. Mais c'est très difficile parce que les gens pensent toujours qu'on prend parti parce qu'on est un acteur. Vous voyez, sinon,
on me dit qu'il y a eu des réformes dans l'enseignement supérieur. Moi, je dis que c'est la catastrophe pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va dans les universités publiques mal équipées où il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Mais la parole est très difficile dans la bouche d'un fondateur de privé. Parce que les gens ont toujours l'impression que tu défends ton beefsteak. Mais en tant qu'économiste, je sais, d'abord en tant qu'homme tout court, tout le monde sait que l'enseignement supérieur, que l'enseignement privé est toujours meilleur à l'enseignement public. Pas seulement en Guinée, dans tous les pays du monde. Partout, le privé est toujours mieux que le public. Premièrement. Deuxièmement, toute cette élite qui parle envoie toujours leurs enfants à l'extérieur. C'est ça qui est l'hypocrisie en Guinée. On tape sur les écoles guinéennes, mais on envoie ses enfants au Maroc, au Sénégal, en France, etc. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Voilà, on va y revenir, mais ce n'est pas le sujet d'actualité. Mais simplement pour vous dire le genre de difficultés que nous avons à intervenir dans des secteurs où nous sommes acteurs. Et c'est tout à fait normal. D'accord. Voilà. À l'instant même, dans ce studio, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan sous le général Lansana Conté dans le gouvernement de Sidia Touré, et fondateur de l'Alliance Arc-en-Ciel, devenu après RPG Arc-en-Ciel, avec son parti et plus, où il a été expulsé, selon ses propres mots, dans ce studio. Nous observons une courte pause, on revient dans ce studio pour la suite de cette émission. C'est pas selon mes mots. Non, dans ce studio. Je dis dans ce studio, d'accord. Que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi. Vous n'avez rien raté de cette émission, comprendre l'actualité en réseau synchronisé sur Pacifique FM à Zérekoré sur la modulation de fréquence 96.6 ou partout où vous êtes à l'international, www.sabarifm.com. C'est le direct. Notre invité parcours ce matin, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, parti des démocrates pour l'espoir, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan sous Lansana Conté, fondateur de l'Alliance Arc-en-Ciel, devenu après RPG Arc-en-Ciel avec son parti et plus. Avec lui, nous passons au peigne fin, ce qui fait l'essentiel de l'actualité sociopolitique, mais également économique du pays. Économiste de son État, vous avoir quand même, sans vous poser des questions économiques, c'est passé complètement à côté. Alors, docteur Ousmane Kaba, on fait réagir sur une des premières déclarations du tout nouveau Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. D'ici 2 ans, la Guinée va dépasser la Côte d'Ivoire. Vous êtes économiste, vous connaissez certainement les réalités de la Côte d'Ivoire, mais vous maîtrisez beaucoup plus les réalités guinéennes. Est-ce que cette déclaration vous paraît réaliste? Ben écoute, je pense que c'est plus une déclaration politique qu'économique. Sur le plan économique, je ne sais pas comment la Guinée va dépasser la Côte d'Ivoire en 2 ans. D'abord, l'horizon économique, 2 ans, c'est très court. 2 ans, ce n'est même pas suffisant pour faire un bon projet. Parfois, les projets, si je peux me permettre, projet d'un barrage, ça prend 5 ans, 4 ans, le temps d'avoir l'idée, le temps de faire les études de projet, le temps de trouver le financement, le temps pour mettre en œuvre, ça dépasse forcément 2 ans déjà. Un seul projet, quel qu'il soit pratiquement. Donc 2 ans, c'est très court en termes économiques. Donc en 2 ans, la Guinée n'a absolument aucune chance de dépasser la Côte d'Ivoire, vous aussi. Mais je pense que c'est le genre de... Ce n'est pas de nous, hein. Déclaration. C'est de votre ami qui est devenu... Oui, mais bon, je pense que c'est une déclaration politique parce que mon ami, il connaît très bien le cycle des projets, il connaît l'économie, il sait très bien qu'en 2 ans, on ne peut pas être aussi performant qu'il le laisse entendre. Donc je suppose que c'est pour
des objectifs politiques. Alors, docteur, peut-être en une phrase ou en tout cas en quelques mots, si on vous demandait de résumer la situation économique de la Guinée. Elle n'est pas bonne. Je vais vous dire pourquoi. L'objectif de l'économique, comme nous disons, définition simple, c'est d'enrichir les individus et les nations. Pour enrichir les individus et les nations, il faut d'abord que les gens travaillent. Nous avons une génération de chômeurs en Guinée. Pratiquement tous les jeunes sont au chômage, au moins la grande majorité des jeunes, ils sont au chômage. Alors, donc, pour moi, la réponse est toute simple. L'économie guinéenne va mal. Au-delà maintenant du problème de chômage, on peut prendre le problème de la croissance. Croissance, il y a une forte croissance, il faut le reconnaître, les 2 dernières années. Mais ce n'est pas suffisant pour sortir un pays de la pauvreté. Il faut une forte croissance sur une longue période. Et si tu fais l'analyse de la croissance en Guinée, elle est simplement due à l'entrée en production des entreprises bauxitiques. C'est tout. C'est le genre d'industrie minière qui ne crée pas beaucoup d'emplois parce que c'est la matière brute que l'on exporte. Et ce que nous appelons la valeur ajoutée n'est pas captée par l'économie guinéenne. Pour faire simple, les seuls emplois que cela a créé, c'est les emplois de chauffeurs et de machinistes. On prend la boue, on met dans un camion, un chauffeur prend le camion pour aller au port et exporter. Voilà tout ce que ça crée dans l'économie. Par contre, ça fait des dégâts environnementaux extraordinaires sur lesquels, si nous avons le temps, on va revenir. Parce que nous sommes comptables de nos contemporains, mais aussi nous sommes comptables de nos enfants, de nos petits-enfants, des générations futures. Il faut transmettre un pays en bon état. C'est aussi notre responsabilité. Donc c'est une croissance qui a été forte les 2 dernières années, mais elle n'est pas suffisante. Si vous prenez le long terme, la croissance en Guinée est toujours plus faible que la croissance de la population. Ça signifie simplement que le Guinéen s'appauvrit en moyenne. La Guinée, ce n'est pas des fonctionnaires qui ont des 4x4 rutilantes à Conakry. La Guinée, c'est l'ensemble de la Guinée. Voilà comment les choses se passent. Il faut pas mal de choses pour accroître la richesse dans un pays. Pour simplifier, il faut augmenter la production des biens et des services. Qui produit les biens et les services? Ce sont les entreprises, ce sont les agriculteurs. Il se trouve qu'en Guinée, on se bat contre le secteur privé. Un pays où on se bat contre le secteur privé n'a aucune chance. Puisque c'est le secteur privé qui crée des emplois, ce n'est pas l'État. Encore une fois, je passe mon temps à le répéter, cette évidence. L'État a déjà fini de donner ses places de fonctionnaires. D'accord? Jusqu'à hier, d'ailleurs, la dernière place de fonctionnaire a été prise, c'était le ministre de l'élevage. Donc il n'y a même plus rien. Un secteur qui peut accroître l'économie également. Mais bien sûr. Docteur Souman, je reviens un peu sur les ambitions du nouveau ministre de l'économie et des finances qui pense qu'il est important pour maintenir peut-être la croissance. Il faut diversifier notre économie en se basant sur l'industrialisation basée sur les produits agricoles, forestiers et miniers. Vu l'ambition du Premier ministre qui espère faire de la Guinée plus que la Côte d'Ivoire en 2 ans, est-ce que vous pensez que c'est de trop bien, c'est logique en tant qu'économiste? Mais bien sûr, je passe mon temps à vous le dire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, même à l'entrée, à l'entame, ça fait des années que je le dis. Si vous voulez développer l'économie guinéenne, la majorité de la population vit de production agricole. C'est dans le secteur agricole. Il faut que vous développez ce secteur. Et c'est exactement pourquoi j'ai dit de faire des micro-barrages en forêt et en Haute-Guinée. Maintenant, comment on va les développer? Il faut que l'agriculteur ait des débouchés pour vendre sa production. On fait toujours l'erreur de ne pas penser à cela. Il va vendre sa production à qui? S'il y a des usines de transformation,
Ce sont ces usines de transformation qui vont acheter la production agricole. Comprenez? Comment placer des usines dans des endroits où il n'y a pas d'électricité? Ça augmente considérablement le coût d'investissement. C'est pourquoi j'insiste tout le temps qu'il faut des micro-barrages, c'est-à-dire qui ne coûtent même pas cher à l'intérieur du pays. Et en Guinée, on fait des choses extraordinaires et absurdes. Chaque fois que j'entends le ministre de l'Énergie parler, je me demande où on est. Il est toujours là en train de dire on va transporter l'énergie de Concouré jusqu'en forêt, jusqu'en Haute-Guinée. Alors que le prix des poteaux et des fils c'est plus élevé que le prix des barrages. Non mais il faut être sérieux. La dernière fois à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup rigolé. On interconnecte le Mali et la Guinée. En Haute-Guinée et en forêt. Il n'y a pas de courant chez les Maliens, il n'y en a pas chez nous. Ça veut dire que les fils vont rester là pendant 5 à 6 ans, le temps de finir les barrages sur le Concouré et le temps de faire d'autres poteaux pour les relier. C'est absolument ridicule. Alors, souvent on a des choses comme ça ici parce que ça ne se discute pas. Parce qu'il n'y a pas de débat économique. Parce qu'on est plus intéressé à écraser les autres qu'à s'écouter. Et on arrive à des choses aussi absurdes que celles-là. Voilà. Donc le ministre il a bien raison en disant il faut augmenter la production agricole. Mais comment le faire? C'est là qu'il faut aller beaucoup plus loin. On n'augmente pas la production agricole parce qu'on a dit qu'il faut l'augmenter dans la radio ou bien par un discours. Il y a des choses concrètes à faire. Justement, qui augmentent, ce sont les jeunes. Excusez-moi. Ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce que les vieux, on ne peut rien faire avec de toute façon. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pour vocation agricole. Il faut les aider. Il faut les aider d'abord en les aidant à avoir de la terre, en les encadrant techniquement, en les encadrant financièrement. Il faut les aider à vendre leur production pour qu'il y ait revenu. Parce que là, c'est l'erreur qu'on a toujours faite en Guinée ici, tout le temps. On s'occupe de ceci, mais on oublie ce que l'agriculteur va gagner ou pas. Hein, s'il ne gagne pas d'argent, il ne va pas continuer à le faire. C'est tout à fait logique. Alors, s'il te plaît, je veux juste insister par rapport à l'agriculture. Je veux terminer par rapport à l'agriculture. Vous y êtes également dans le domaine de l'agriculture. Le président a organisé récemment à Zéro-Corée ce qu'il a appelé la semaine de la journée des paysans. Ça fait pratiquement 6 à 7 ans, si je n'abuse, que le président, dit-il, investit beaucoup plus de milliards dans le cadre de l'achat des engrais, l'encadrement du paysan. On est dans une dynamique d'encadrement, d'accompagnement réel du paysan guinéen. Ou alors c'est du folklore? Mais tant mieux. Moi je pense qu'il faut reconnaître quand il y a des avancées. Le fait déjà de faire une journée du paysan, pour moi c'est une avancée. Que le chef de l'État dise, pensons aux paysans, qu'est-ce qu'on va faire pour la majorité de la population. Au lieu de dire paysans, disons pour la majorité des Guinéens, parce qu'on vit là. Hein? Je crois que c'est une avancée. Déjà, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas suffisant. Voilà, il faut aller beaucoup plus loin. Alors, Dr Ousmane Kaba, je reviens un peu sur... Et dans le domaine de l'agriculture, si je puis me permettre, c'est quelque chose que je connais. Je suis agriculteur. J'ai fait beaucoup de riz dans ma vie. J'ai des grandes plantations de palmiers à huile, d'EVA. J'ai introduit l'EVA-culture à Kizilou parce que ça s'arrêtait vers Massantan et Zéro-Corée. Et j'ai fait beaucoup d'élevage également. Alors, donc c'est des choses que je connais. Je pose la question à un économiste. Dr Ousmane Kaba, je pose la question à un économiste parce qu'on a vu le ministre de l'économie en entrant en fonction a dit qu'il faut maintenir la relation, les bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods, que vous connaissez d'ailleurs. Il reconnaît que ces accompagnements ne peuvent pas répondre aux besoins financiers de la Guinée, mais quand on reste avec eux, ça peut nous aider. Alors, la question, vous savez que les dernières recommandations de ces institutions, c'est de non seulement de cesser de subventionner, disons, l'énergie, continuer à accompagner la population. Il y a certaines denrées de première nécessité qui doivent être... L'État doit se désengager. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est important pour ce gouvernement de faire face aux requêtes des institutions en se désengageant dans l'accompagnement de l'État dans certaines dépenses de la société? Laquelle?
C'est-à-dire qu'il y a le carburant, il y a encore l'énergie, c'est-à-dire que le courant électrique. Non, attendez, je pense qu'on mélange un peu tout. D'abord, l'État n'accompagne pas dans le carburant. L'État prend des taxes, a des recettes sur le carburant. Donc l'État ne subventionne pas le carburant. Au contraire, l'État gagne de l'argent sur le carburant. Pourtant, c'est un message qui a été longtemps véhiculé. Attendez, si on parle tous, on ne va pas se comprendre. Parce que les situations sont différentes. Je répète encore une fois, l'État ne subventionne pas le carburant. L'État gagne beaucoup d'argent sur le carburant, ce qu'on appelle TSPP, taxe spéciale sur les produits pétroliers. La question qui se pose est si le prix augmente, est-ce qu'il faut augmenter le prix à la pompe pour garder ce que l'État gagne? Chaque fois que ce n'est pas le cas, ce que l'État gagne diminue. C'est ça. Mais c'est différent de EDG où c'est l'État qui subventionne. En achetant le masque. Docteur Ousmane, vous allez nous permettre d'aller avec la page commerciale parce qu'on est pratiquement pris par le temps. Et juste derrière, on revient pour la suite de cette émission. Merci de garder votre position d'écoute. Tout à l'heure, on se retrouve pour la suite de cette émission avec un autre invité. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Retour dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission Comprendre l'actualité. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes toujours avec notre invité parcours ce matin, Dr Ousmane Kaba. Je rappelle qu'il est le président du PADES, Parti des démocrates pour l'espoir, également ancien ministre de l'économie, des finances et du plan sous Lansana Conté, fondateur de l'Alliance Arc-en-Ciel, devenu après RPG Arc-en-Ciel avec son parti et plus une coalition dans laquelle il a fini par être expulsé. Voilà. Alors avec lui, nous parlons de gouvernement, également de l'économie, son regard en tant qu'économiste sur l'état de santé économique de la Guinée. Docteur Ousmane, une fois encore, merci d'avoir accepté de continuer cette émission avec nous. On parlait des exigences des institutions de Bretton Woods par rapport à la Guinée et on miroite quand même toujours aux Guinéens que l'État fait des efforts tout en subventionnant le carburant, le secteur énergétique. Vous étiez sur cet aspect. Qu'en est-il réellement? Bon, je dis que l'État n'a jamais subventionné le carburant. L'État gagne beaucoup d'argent sur le carburant. Ce qui arrive lorsque le prix monte à l'international et qu'on maintient les prix à la pompe, la marge qui est encaissée par l'État, la taxe qui est encaissée par l'État baisse. C'est ce qui inquiète par rapport aux prévisions budgétaires. Mais l'État n'a jamais perdu de l'argent sur le pétrole. Par contre, l'État fait des subventions à EDG. Moi-même, je suis d'accord que c'est exagéré. Et j'ai toujours dit qu'il faut voir la gestion au niveau d'EDG pour que les recettes d'EDG rentrent correctement et qu'il y ait moins d'arrangements avec les agents d'EDG parce qu'il y a une complicité. Chacun d'entre vous ici s'arrange avec les agents d'EDG. Ceci dit, il faut que la gestion soit beaucoup plus sérieuse. Parce que subventionner une entreprise publique, c'est prendre l'argent des pauvres pour donner aux plus riches. Je m'explique. En Guinée, ceux qui consomment l'électricité sont les plus riches des Guinéens. Les autres Guinéens ne consomment pas l'électricité, ils n'en ont même pas. Lorsque vous prenez des fonds publics, c'est-à-dire l'argent qui appartient à toute la Guinée, vous subventionnez un secteur comme celui-là, ça veut dire que c'est les pauvres qui payent l'électricité pour les riches. Voilà. Donc c'est pour cela, lorsque nous les économistes, nous faisons l'analyse fiscale, on fait très attention à ce genre d'aspects qui sont des aspects d'équité. Qui paye quoi? Aucune subvention, aucune ligne budgétaire n'est neutre. Il y a toujours des bénéficiaires et des perdants dans l'histoire. Donc il faut faire très attention.
Et on nous demande de ne pas engouffrer toutes les recettes publiques dans la subvention à une seule entreprise. C'est tout à fait normal. Je suis d'accord avec les institutions de Bretton Woods là-dessus. Je suis d'accord avec le ministère des Finances. Politicien comme vous êtes. Et c'est ce que EDG fait actuellement. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'argent qui est viré du côté de EDG pour subventionner le mazout? Oui, ce que l'on dit, il faut voir la gestion à l'interne. C'est pas surfacturé. Politicien que vous êtes, si vous étiez à la place de ce gouvernement, nous voyons des crises politiques, nous voyons des crises sociales, est-ce que c'est le bon moment de penser à ce retrait? C'est-à-dire subvention de l'EDG, parce qu'il y a une menace d'ailleurs des syndicats qui disent que dès qu'on augmente le prix du carburant, dès que les choses sont chères, et puis voilà. C'est vrai qu'en Guinée, il y a 3 crises. Il y a la crise économique, les jeunes sont au chômage. Il y a la crise sociale, il y a la grève qui n'est pas totalement finie. Il y a la crise politique, puisque les élections ont été faites, il y a eu beaucoup de scandales et de tricheries, on est encore incapable d'installer les maires. Donc nous avons ces 3 crises qui s'entremêlent. C'est pour ça que la situation est si confuse dans la tête un peu de tout le monde. Il est évident que faire des réformes économiques à l'heure actuelle, ce n'est pas chose aisée. Mais c'est le défi auquel est confronté justement le nouveau gouvernement. Voilà. Alors, Dr Ousmane Kaba, une question pour refermer peut-être la parenthèse sur cet aspect économique. Cette question vient d'un ami, d'un auditeur qui nous pratique depuis Strasbourg, Mamadou Gando Ba. Est-il possible de construire une économie sans une administration de développement? C'est sa question. Non. Il a raison. Parce que pour faire une bonne économie, il faut faire de la politique économique. Il faut prendre des mesures. Il faut appliquer ces mesures. Qui prend tout ça? Qui va appliquer les mesures? C'est l'administration. Alors, lorsqu'on a une administration, corrompue, lorsqu'on a une administration qui se bat contre le développement, on n'a aucune chance. C'est pour cela qu'on met très souvent la réforme de l'administration au centre des programmes économiques. Et il est important que les gens sachent qu'il est très difficile, sinon impossible, de faire le développement économique d'un pays si l'administration n'est pas dans une bonne position. Donc il a tout à fait raison, M. Ba. On se rappelle que vous étiez président de la commission Affaires étrangères et économiques à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez eu du mal à faire appliquer les lois économiques qui ont été votées à l'Assemblée nationale? Non, pas du tout, parce que ça ne fait pas partie de notre travail. Nous, on vote les lois, c'est l'administration qui l'applique, c'est le gouvernement qui exécute. C'est pour ça qu'on dit l'exécutif. Nous, on se contente de voter la loi des finances. Et c'est le gouvernement, le ministère des Finances, l'administration qui va sur le terrain pour appliquer les décisions qui ont été prises. Et le budget étant une prévision et les recettes et les dépenses, c'est à l'État de recouvrer les recettes et d'exécuter les dépenses selon ce qui a été convenu dans le document. Voilà, nous allons poursuivre cette émission avec notre volet, avec notre invité ce matin, Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Nous parlons encore une fois de politique. Nous allons parler de sa formation politique, le Parti des démocrates pour l'espoir. Alors, docteur, comment se porte aujourd'hui le PADES? Et l'autre question, rapidement, à quelle classe politique appartient le PADES? C'est une très bonne question. Ma réponse est toute simple. Le PADES se porte très très bien. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a surpris. Mon refus d'intégrer le gouvernement a donné un grand bonus à ce parti aujourd'hui. Donc, ça a mobilisé. C'est extraordinaire. Oui. C'est comment Voilà. Comment, docteur? Ce que je constate, c'est que des milliers de Guinéens se sont enrôlés dans le PADES. Lorsque la nouvelle est sortie que Dr Kaba a refusé de faire partie du gouvernement, ce qui est vrai. Mais je le comprends parce qu'en réalité, moi j'ai dit que je ne peux pas le faire sans mes militants. Donc ils ont bien compris que dans le PADES, le militant est respecté. Et que les décisions qui touchent le parti sont des décisions qui descendent toujours à la base. Vous savez déjà qu'on a fait un débat dans le PADES malgré que le temps était très court. On a fait un débat, on a descendu au niveau des militants qui se prononcent sur l'entrée au gouvernement de leur président.
Je crois que les Guinéens n'ont pas tellement l'habitude de ce genre de débat interne. Et les jeunes cadres, les trucs sont venus en grande masse au PADES parce qu'ils ont commencé tout de suite à sentir que non, il y a un son nouveau, il y a une nouvelle manière de faire de la politique. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que je ne suis pas politicien parce que moi, je n'ai pas du tout ces réflexes. Je suis venu à la politique par nécessité. À défaut. Voilà, parce que chaque fois qu'on dit au gouvernement de faire une chose, ils font autre chose. Et en plus, on gâte votre nom, on dit vous êtes des économistes, voilà, le pays est pauvre. Parce que la pauvreté de la Guinée, c'est un véritable scandale. Et c'est la vérité. Mais c'est les hommes politiques qui décident, ce ne sont pas les économistes, malheureusement. Voilà. Généralement, on fait toujours le contraire de ce que nous préconisons. Alors, quand vous dites que le PADES se porte bien, c'est la phrase la plus facile qu'un politicien puisse prononcer quand on lui pose cette question. Mais les dernières élections communales ne l'ont pas prouvé. Vous l'avez été écrasé à Campagne. Oui, laissez-moi poser la question, docteur. Vous l'avez été écrasé en Haute-Guinée. Vous prétendez être le fief D'abord, ce n'est pas exact. Il faut regarder les résultats qu'on a. Où est-ce que vous savez que le PADES a plus de 80 délégués à travers la Guinée? Ce qui a fait du PADES en un an le 4e ou le 5e parti en Guinée. Bien avant le PDN, bien avant beaucoup de partis que vous connaissez. Première chose, en moins d'un an. Deuxièmement, le 4e ou le 5e parti en Guinée. Bien avant le PDN, bien avant beaucoup de partis que vous connaissez. Première chose, en moins d'un an. Deuxièmement, le PADES a eu des délégués dans toute la Haute-Guinée. Ils ont violemment triché à Cancan. Par contre, ils ont voulu que le PADES disparaisse. Mais tout le monde sait que c'est le parti majoritaire à Cancan. Alors, pour dire combien c'était ridicule, il y a des partis qui ne sont même pas représentés, qui ont eu 3 à 4 fois plus de délégués que de PADES. Donc tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc vous ne pouvez pas se baser sur ça. Mais ce qu'eux, ils n'avaient pas prévu, c'est que le PADES a eu des délégués dans toute la Guinée, y compris partout au Fouta, partout en forêt, en Pascotte, etc. Ça, ils n'avaient pas prévu. Pendant qu'ils s'étaient concentrés sur le PADES à Cancan, le PADES a eu des résultats dans beaucoup d'autres endroits. Et premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que le PADES n'a pu trouver la solution juridique, c'est-à-dire partir en coalition, qu'à une semaine de la date limite. Ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de constituer des listes comme les autres partis. Malgré cela, nous avons plus de 80 candidats. On a eu plus de 100 listes à travers la Guinée en une semaine. C'est le seul parti qui a pu le faire. Quand vous dites 80 candidats, vous parlez de 80 conseillers obtenus? Oui, 80 conseillers obtenus. Partout en Guinée, dans toutes les zones. À Koubia, nous avons eu 2, à Ledouma, à Pita, un peu partout, à Massantan, à Gekedou, à Zérekoré, à Pema. Nous avons des conseillers. Donc PADES aujourd'hui est devenu un grand parti en une semaine de préparation. Malgré tout ce qu'on a fait sur le PADES, et je précise que le ministère nous avait tellement embêtés pour changer simplement le nom de RDI en PADES, qu'on a été obligé de l'amener à la Cour suprême. Et c'était une grande victoire pour le PADES le 10 mai que la Cour suprême a donné l'agrément définitif au PADES avec le nouveau nom PADES. D'accord. Et plus, la Cour suprême a dit, avec votre permission, c'est important, parce que ça fait jurisprudence, que l'administration doit être neutre. C'est très important, les gens l'oublient. Les élections, ce n'est pas l'affaire des préfets, des sous-préfets. C'est l'affaire des militants. Et le ministère de l'administration du territoire ne doit pas prendre parti. Ils sont là pour l'ensemble des partis de Guinée, ils sont là pour le peuple de Guinée. Tout le monde a l'habitude de crier sur la justice pour une fois qu'il y a une décision d'une telle ampleur. Et c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi. Alors, mais nous, on n'a pas docteur Ousmane, merci. Les gens de ta génération, si on peut empêcher Dr Ousmane Kaba d'avoir un parti, quelle chance vous avez de créer un parti demain matin? D'accord. Et le fait que nous avons gagné vous ouvre la voie, justement. Voilà, docteur Ousmane Kaba, l'autre pan de ma question, c'était à quelle classe politique appartient le PADES? On sait que vous n'êtes pas de la mouvance, encore moins de l'opposition républicaine. J'ai l'habitude de dire que nous sommes en Guinée. Nous appartenons à la Guinée. Les autres aussi sont en Guinée. Voilà. Mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, j'ai toujours dit que je ne suis pas politicien. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement fait une bonne action, je ne peux pas m'empêcher de dire bravo. Généralement, en politique, les gens peignent tout en noir ou en blanc. Ce n'est pas du tout mon cas.
chaque fois qu'il y a une bonne action, moi je me sens obligé de l'approuver parce que c'est la vérité. Donc je n'ai pas du tout ce genre de réflexe. Est-ce que vous êtes opposé au parti au pouvoir? Est-ce que votre vision, la vision du PADES est aujourd'hui différente, totalement différente de la façon de voir du pouvoir? Elle est différente, pas totalement. C'est partiellement. Alors. Voilà, elle est différente du pouvoir parce que je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir lutte contre le secteur privé en prétendant créer des emplois, ce que je trouve ridicule. Vous reconnaissez un peu plus... Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le fait que le président fasse la journée du paysan, que c'est une bonne chose à encourager. Voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord sur l'orientation. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Donc, oui, nous faisons partie de l'opposition. Non, nous ne faisons pas partie de l'opposition républicaine. Donc, vous êtes de l'opposition plurielle. De l'opposition, d'accord. L'autre question politique dans cette émission. Vous l'avez vu avec peut-être optimisme, le Premier ministre, le chef de file de l'opposition, discuter sur les préalables pour la relance du dialogue social. Le Premier ministre est allé voir son frère et en retour, le chef de file de l'opposition a dit que si le Premier ministre est là pour tous les Guinéens, il est là pour la relation politique, il verra en face de lui des opposants qui seront prêts à l'accompagner pour gérer ce pays. Mais la question, est-ce que c'est l'éternel case de départ? Parce qu'à chaque fois, ce sont ces rencontres, mais on ne trouve jamais la solution. Écoutez, moi je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'application de la loi. Il faut mettre l'accent sur des élections justes et transparentes. Ce qui s'est passé pendant les élections locales, c'est un véritable scandale. Alors, quand c'est comme ça, est-ce que le dialogue va remplacer l'application de la loi? Moi, je ne le pense pas. Donc, arrangeons-nous pour que vraiment les prochaines élections soient des élections équitables. D'accord. Vous disiez de se baser sur la loi, l'esprit de la loi. Donc, pour vous, il n'est plus question d'appliquer le contenu de l'accord politique du 12 octobre 2016? Non, ce que je veux dire, si on appliquait la loi, l'administration ne se serait pas mêlée d'élections. Si on appliquait la loi, les gens n'auraient pas bourré les urnes. Donc, il n'y aurait pas de contentieux. Il faut que les élections reflètent la décision des citoyens. Ça, c'est très important. Parce que quand on fraude dans une élection, j'ai l'habitude de dire, prenez un chef de quartier. Il est inconscient du fait qu'il va frauder dans une élection, mais il ne se sent pas comptable de la Guinée. Il a tort. Parce que frauder dans une élection, même dans le quartier, ça envoie de l'instabilité économique et politique, surtout l'instabilité politique. L'instabilité politique empêche les investissements dans le pays. Et à cause de ça, ces 4 enfants restent à la maison sans travail, le chef de quartier. Ouais, tout est lié. Tricher dans une élection provoque le chômage des jeunes. Mais lui, il n'en a pas conscience. Alors, peut-être une dernière question par rapport à ces consultations électorales. Est-ce que vous êtes conscient ou confiant que ces élections auront bel et bien lieu en 2018, avec tout ce que nous connaissons? Les élections législatives, je ne pense pas. D'accord. C'est probablement le premier trimestre 2019. La question, Amadou Makissa, oui. Voilà, justement, c'est au tout début de notre intervention de l'émission, Dr Ousmane Kaba avait minimisé les 7 mois qu'il a passé à la tête du ministère de l'économie et des finances. Il avait tellement minimisé ça qu'il riait. Mais moi, je me dis aujourd'hui qu'on ne peut pas faire l'histoire du ministère de l'économie et des finances de la Guinée sans parler de Dr Ousmane Kaba. Quand on le fait, on aura vraiment raté le coche. Parce que ceux qui étaient là... Pourquoi vous avez minimisé? Est-ce qu'on ne vous a pas laissé travailler ou bien... Justement, je me rappelle déjà à l'époque, nous sommes venus pour redresser le pays. Nous l'avons si bien redressé en très peu de temps qu'on a eu beaucoup d'adversités. Et il était question d'affaiblir le gouvernement de M. Sidya Touré. Donc les lobbies ont réussi. Il fallait d'abord enlever le verrou Dr Ousmane Kaba. Beaucoup de gens ont estimé que j'étais très rigoureux et que ce n'était pas la bonne manière de gérer un pays. C'est pour ça que ça me fait toujours sourire. Je n'en fais que 7 mois, mais ça a laissé tache d'huile dans la mémoire collective des gens du ministère. Et souvent, les gens ont l'impression que je suis resté très longtemps ministre des Finances, alors que c'est le plus court séjour d'un ministre des Finances. 7 mois. 7 mois. Voilà, pour celui qui est aussi qualifié que moi, l'histoire de la Guinée est grotesque.
Les plus qualifiés ne sont jamais ceux qui ont en charge l'avenir de ce pays. Il faut encore une fois le constater. Nous, on parle de nous comme bons économistes, etc. Mais tout le monde veut éviter qu'on ait les rênes du pouvoir économique. Voilà. Alors, même ça continue encore aujourd'hui. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Deux petites questions. Est-ce que vous êtes l'éternel incompris jusque-là? Éternel incompris, non, parce que moi je suis compris des Guinéens et de la nouvelle génération, parce que qui vient massivement dans le PADES comme espoir pour les jeunes, parce que le PADES a insiste beaucoup sur la relance économique, la prospérité économique. Écoutez, moi je pense sincèrement que la politique politicienne n'a pas de place ici. La politique, le président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons nous ont donné l'indépendance. Politique, pour moi, la politique prend fin. D'accord. Le rôle de la nouvelle génération, c'est d'amener la prospérité dans notre pays. Et on n'arrive pas à le faire. Et voilà. Est-ce qu'on va passer le temps à faire de la petite politique politicienne pendant que nos enfants sont au chômage? D'accord. Pendant que les entreprises sont en train d'être fermées? Pendant qu'il n'y a aucun espoir pour ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié, pendant que la Guinée s'enfonce dans la pauvreté, pendant que nos jeunes meurent là-bas sur la Méditerranée en cherchant la route de l'Europe où ils pensent trouver le paradis que l'Europe n'est pas du tout. Et voilà les vraies questions. Qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse? Nous sommes incapables même de donner l'électricité à ce pays, comme si c'est une grande invention. Il y a 180 pays dans le monde, pratiquement plus de 2/3 ont l'électricité. Personne ne se pose jamais la question. Alors, docteur Ousmane Kaba, on n'arrive pas à donner l'eau, on n'arrive pas à donner l'électricité, on n'arrive pas à faire l'autosuffisance alimentaire. Et on parle tout le temps. D'accord. Voilà. Docteur Ousmane voilà Kaba, le vrai défi de ce pays. C'est une question peut-être bête que je me pose. Vous êtes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook? Oui, le parti PADES. Non, vous personnellement, est-ce que vous êtes régulièrement sur les réseaux sociaux? Mais bien sûr. D'accord. Mais j'y consacre pas trop de temps, mais les jeunes de mon parti y sont. Vous savez, on ne peut pas aller sans les nouvelles technologies. Attendez, j'insiste là-dessus. Parce que vous savez que le PADES est né sur les réseaux sociaux. C'est le seul parti qui est né sur les réseaux sociaux. Oui. Donc c'est un parti très moderne. Vous trouverez tout sur le Facebook Parti PADES. Ou bien vous allez sur le site Parti PADES, vous avez toutes les informations. D'accord. Vous avez toutes les informations. Je voulais juste, j'ai posé cette question, c'était pour vous amener à vous prononcer sur ce hashtag qui fait assez de bruit sur la toile. Pas sans elle Guinée, ces femmes qui changent leur profil. Quel est votre regard là-dessus, votre réaction? Vous avez vu ces dames aujourd'hui qui changent leur profil, leur photo de profil en mettant pas sans elle. Un hashtag lancé par un collectif de femmes pour demander plus de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Non, je pense que les femmes ont raison. Regardez ce gouvernement. Sur 34 ministres, il n'y a que 4 femmes. Alors que les femmes font 52% de la population. Donc quand elles demandent beaucoup plus de représentativité, elles ont raison. Regardez même ce studio, on a combien d'hommes là? Avec une seule fille. 6, 7. Bon, déjà, voilà, ça reflète la misogynie de la société dans laquelle nous vivons. Or, si nous voulons que cette société progresse, il faut absolument donner beaucoup plus de responsabilité aux femmes. D'accord. Parce qu'elles sont la majorité, parce qu'elles sont beaucoup plus responsables. J'ai jamais vu une femme abandonner ses enfants. Alors que les hommes le font régulièrement. Est-ce qu'un leader politique dans ce pays vous fascine? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est sur ce mot que nous refermons porte et fenêtre de cette émission. Merci, Dr Ousmane Kaba, d'être passé dans cette émission. Je vous en prie. Il est président du PADES, Parti des démocrates pour l'espoir, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan sous Lansana Conté, fondateur de l'Alliance Arc-en-Ciel, devenu RPG Arc-en-Ciel avec son parti et plus. Il était notre invité. Nous vous promettons dans les prochains jours, pourquoi pas aux prochaines semaines, de le faire venir une fois encore ici pour le soumettre à vos différentes questions que vous pouvez mettre sur nos différentes pages. Merci à tous d'avoir été de nôtres. C'est la fin de cette émission Comprendre l'actualité. On vous donne rendez-vous demain pour vous servir à notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.
L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.